Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Nous sommes au deuxième jour de notre débat sur notre plateforme Options pour la vie. Nous avons la joie d'accueillir Germain et Sané qui vont nous parler aujourd'hui sur les grands moments de transition politique en Afrique et dans les Caraïbes. Et la fois passée, on a parlé sur les défis des peuples noirs. Aujourd'hui, nous allons entamer sur ces moments de transition politique. Commençons par l'Afrique en écoutant les analyses de Sané. Merci bien Germain, salut à tous, c'est un réel plaisir pour nous de revenir encore à vous à travers cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des grandes périodes de transition. Alors, on ne peut pas occulter cette grande période de l'histoire de l'Afrique, ces 5 siècles d'esclavage et de colonisation. Voyez-vous, en Afrique, bien avant les esclavages, la période de l'esclavage, il y avait des combats entre les différents royaumes, des razzias, les Arabes qui prenaient des esclaves, mais le vrai commerce triangulaire sera entamé par les Occidentaux entre 1460 et 1860. Les Africains vont justement être pris à partir des côtes africaines pour être exportés au niveau des Amériques en général. Et cette période qui va durer 4 siècles va saigner l'Afrique. Des millions et des millions de bravalides africains vont être envoyés vers les Amériques comme objet de commerce. Et à partir de 1860, on aura la période de la colonisation. Avec au milieu la conférence de Berlin, 1884-1885. Lorsque les puissances occidentales vont se réunir à Berlin, ils vont partager, ces pays vont partager l'Afrique comme des chasseurs qui partagent leur gibier. À mon sens, il faut renommer cela et l'appeler la conférence la plus diabolique. Parce que diabolos, ça veut dire diviser. Donc, les Occidentaux ont divisé l'Afrique comme des chasseurs qui partagent leur gibier. Et de là, ils vont dire, écoutez, les Français, voilà votre propriété. Les Britanniques, voilà votre propriété. Et ce sont justement les Belges qui vont avoir la plus grosse proie avec le Grand Congo. C'est malheureux, c'est triste et c'est amer. Et c'est très malheureusement ce qui va durer pendant 100 ans jusqu'en 1960 avec les indépendances. Mais je crois que ce sera beaucoup plus des indépendances sur le plan théorique. Mais je suis curieux de savoir comment nos frères, nos parents au niveau des Caraïbes ont vécu cette tragédie. Merci Laurendé, merci Lorien et merci, nous saluons toutes les personnes qui nous regardent. Et donc, c'est une démarche tout à fait particulière, je dirais dans la manière de comprendre ou bien d'approcher la réalité de l'autre côté, disons dans la Caraïbe. Parce que normalement, toi-même, tu nous parles de l'esclavage, la colonisation, c'est ça, et de l'indépendance. Mais pour nous autres, je dirais, il faut apprécier l'histoire dans ce sens de la colonisation, ok, de l'esclavage et de l'indépendance. Donc, la période coloniale va de 1492, avec l'arrivée des Espagnols dans la Caraïbe, jusqu'à, disons, vers les années 1800 pour certains pays, mais pour nous autres, vers 1804, jusqu'à 1804 pour les Haïtiens, jusqu'à la fin de la période, disons, coloniale. Cette période aussi est subdivisée en différentes périodes. Parce qu'avant l'arrivée des colons, il y avait une période précoloniale, il y avait des gens qui vivaient sur les îles, qui vivaient sur les terres de l'Amérique du Sud et dans la Caraïbe aussi. Avec l'arrivée des Espagnols, on va mettre ces gens à travailler, à chercher de l'or. Ils vont mourir, par exemple, sur l'île appelée Saint-Domingue à ce moment-là, mais qui va appeler Haïti, et qui partage avec la République dominicaine maintenant. Donc, avec cette période, les gens sont morts, donc il n'y avait plus de bras pour travailler. Les Français vont arriver les années 1600, ça veut dire 2 siècles après les Espagnols, et les Français vont se tourner vers l'agriculture, la culture de la canne à sucre, pour la production du sucre, parce que c'était un commerce assez riche, qui apportait beaucoup, et les Français voulaient contrôler le marché européen, le marché mondial, donc il fallait des bras. Et comme le marché esclavagiste était déjà ouvert, donc ils ont pris nos ancêtres, donc ils ont laissé
qui ont laissé l'Afrique pour venir en Amérique. Donc, je pense que nos ancêtres, dont peut-être vos parents, ils ont souffert de leur perte de ces gens. Mais nous autres, nous avons souffert de notre chair. Exact. De notre chair. Et puis, donc, en arrivant sur l'île, les gens vont travailler, on va les martyriser, ils vont souffrir beaucoup. Et ils n'étaient pas des gens. Ils n'étaient même pas des animaux, parce que nous voyons les traitements qu'on donne aux animaux. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux aussi, parce que normalement, ils venaient de différentes cultures, de différentes tribus. Donc, c'est là que les gens vont commencer à forger une langue, la langue créole. Il y a une langue de combat. Et c'est à partir de là aussi que les gens vont commencer par se dire, bon voilà, on était libre en Afrique. Et puis, voilà, les fils de ces gens, qui sont des métis avec des blancs, vont être aussi une autre classe de personnes sur le territoire. Ils vont se mettre avec les esclaves, ils vont se battre pour une sorte d'autodétermination, pour prendre la relève, pour occuper l'espace politique. Et c'est de là, en 1791, nous allons avoir tous une ouverture avec d'autres généraux et qui vont faire de la politique, et puis ils vont occuper l'île, ils vont négocier avec les Français, ils vont négocier avec les Espagnols, ils vont négocier avec les Anglais. Et c'est de là, de 1791 jusqu'à 1803, où on va arrêter Toussaint, déporter en France, au Fort de Joux, là où il va être mort. Mais la révolution va continuer jusqu'à 1804. Et c'est la première révolution noire des esclaves qui va être complètement achevée. Une révolution qui a brisé, ou bien qui a basculé le racisme, qui voulait basculer le racisme, l'esclavage, la colonisation et les inégalités sociales. Donc, à ce titre, depuis 1804, nous avons subi plusieurs transitions, mais nous sommes toujours en transition parce que, généralement, nous n'avons pas pu entrer sur le marché international depuis lors parce qu'on ne nous a pas acceptés comme pays pendant longtemps. Donc, ça veut dire, jusqu'à présent, on est dans cette transition pour prendre notre autodétermination en main. Merci, Sané et Germain. Alors, on est toujours en transition, mais on a vécu, on a accueilli l'indépendance, comme on peut le dire. Comment est-ce que ce peuple ont vécu alors ces moments même de transition, les indépendances? Comment est-ce qu'ils vivent les indépendances? L'Afrique. Disons que ces indépendances ont été accordées sur le plan théorique en 1960 pour la plupart de ces pays. Et le général de Gaulle, que les Français ont la fierté de présenter comme étant la grande figure de leur histoire, qui a accordé les indépendances, eh bien moi, je dénonce cet homme comme étant la figure la plus emblématique de l'impérialisme sur le sol africain. C'est-à-dire que ce général qui va se promener pour donner les indépendances, en réalité, ce sont les Africains qui se sont battus pour arracher cette indépendance. Mais elle reste toujours théorique et elle doit continuer. Comme le dit si bien Germain, nous sommes toujours en transition et le combat idéologique doit se poursuivre pour arracher cette vraie autonomie. Au niveau du Burkina Faso, nous avons été indépendants théoriquement à partir de 1960. Mais il nous faut passer encore par 23 années, je dirais, d'existence sous permission en quelque sorte. Parce qu'on était beaucoup plus on était dénommés des voltaïques, la haute volta. Et ce n'est qu'en 1983 que nous allons avoir Thomas Sankara qui va venir avec la révolution sankarienne ou sankariste. Et cet homme qui va nous être envoyé, je dirais, par les ancêtres, va rebaptiser le pays Burkina Faso, pays des hommes intègres. Sankara, c'est un chapitre très vaste. Et ce sera un plaisir de revenir sur cette page une prochaine fois, sans doute. Merci. Aux Caraïbes. En fait, nous autres, on ne nous a pas donné l'indépendance. Et personne n'ose dire ça. Parce que nous avons combattu au prix de notre sang. Et c'est ça fait notre fierté. Parce que même après avoir été indépendants, les Français se croyaient qu'ils pouvaient continuer à dominer l'espace. Parce que normalement, les puissances européennes étaient toujours dans la Caraïbe, à notre frontière, parce que nous partageons l'île avec la République dominicaine, les Espagnols étaient de l'autre côté. Et c'est à cause de ça, quand nous sommes indépendants, que Dessalines et les autres généraux ils vont entamer la campagne de l'Est, juste pour dominer toute l'île, parce que ces hommes-là avaient compris quelque chose. Tant qu'on laisse le pouvoir colonialiste, le colonial tout près, donc ils vont vouloir un jour revenir. Et pour les mettre
un peu plus loin encore, ils vont occuper toute l'île. Et donc, après Dessalines, nous allons avoir Pétion, qui était le fils un des Milates. Et lui, donc, on a tué Dessalines en 1806. Il ne va pas continuer avec la même politique de Dessalines. Il va se montrer un papa bon cœur. Après, on va avoir Boyer aussi qui va occuper toute l'île. Et ce qui va se passer, les Français vont réclamer qu'on paye pour l'indépendance. Et Boyer a décidé de payer. Et ce qui fait que notre pays est encore en dette jusqu'aujourd'hui à cause de ça, de cette dette qu'on a payée, qu'on a dû payer. On n'a pas, c'est-à-dire la jeune nation haïtienne devait payer pour son indépendance au prix du sang. C'est tragique. Et que maintenant, la jeune nation n'avait pas suffisamment d'argent pour vraiment faire une politique, développer un système d'éducation, créer des hôpitaux ou créer le développement. Et maintenant, si on nous traite de pauvres ou de toutes sortes de choses, c'est dû aux conséquences de comment ils ont fait de la politique avec nous, comment ils nous ont traités. Parce que après 60 ans de notre indépendance, le Vatican était le premier pays à pouvoir nous reconnaître. Et ça dit, si on ne te reconnaît pas dans les concerts des nations, donc tu ne peux pas faire commerce international. Malgré on était grands producteurs de canne à sucre, de sucre, on ne pouvait pas vendre sur le marché international de manière légale. Ça veut dire, ils sont venus prendre nos matières, mais on ne pouvait pas négocier nos matières. Et je pense que jusqu'à présent, ils veulent décider pour nous au niveau politique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore libre tout à fait de manière économique, politique et culturelle. Et nous avons encore un chemin à faire. Et tu parles bien, c'est d'essayer de promouvoir notre idéologie, notre manière de comprendre la vie, notre manière de nous comprendre comme êtres humains et de nous prendre en charge. Exact. Merci Germain, merci Sané, merci notre audience. Et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir nos émissions prochaines. Au revoir.